El pueblo unido jamás será vencido. 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 Alors, je vais commencer par des très bonnes nouvelles. C'est que dimanche passé, le 8 mars, et je cite les journaux, il y a eu un pas décisif pour l'émancipation des femmes. Parce que bientôt, si vous allez vous marier, vous avez le droit de payer les impôts individuellement et pas à deux, autant que couple. Et du coup, félicitations à nous pour pouvoir payer des impôts à cet État qui, parallèlement, planifie des coupes de millions dans le secteur public, dans les écoles, dans les hôpitaux et le social où travaillent la majorité des femmes. Félicitations à nous aussi de pouvoir avoir le droit de payer notre argent à l'État qui, en automne, préférait donner de l'argent aux moutons qu'aux victimes de violences domestiques et qui investit tout l'argent qu'on lui donne avec nos salaires pour l'armement. Et moi, j'étais dans la rue le 8 mars et je parlais avec beaucoup de personnes qui me donnaient aussi le sentiment que non, on n'a pas eu un pas décisif pour l'émancipation des femmes ces dimanches. Au contraire, le sentiment qui règne, c'est plutôt qu'il n'y a aucun progrès qu'on peut voir partout. Parce que n'importe combien de choses on fait, combien de fois on descend dans les rues, combien de fois on signe une pétition, combien de fois on élit des femmes, n'importe combien de choses on fait. En tant que femmes, tu ne sont pas en sécurité dans cette société, pas en liberté et pas émancipées. Et c'est clair si on regarde justement les faits, qui est si une femme sur 5 subit de violences sexuelles dans sa vie, si l'écart de salaire continue à augmenter en 2026, si l'État et les cantons justement coupent dans chaque mesure qui pourrait soulager les femmes, les aides aux victimes, les crèches, les hôpitaux, les écoles. Et si la police et la justice, qui est censée de nous protéger, est la source de plus de violence, si on regarde par exemple la police de Lausanne ou du Jura maintenant aussi, on comprend pourquoi les femmes elles ne vont pas dénoncer la violence auprès d'eux. Et si on regarde aussi les jugements qui sont faits dans les tribunaux où un violeur il reçoit une peine moins grave parce que le viol il durait seulement 11 minutes et que aussi la victime elle a aussi la responsabilité parce qu'elle jouait avec les feux. Ça c'est ce que les juges suisses ils nous disent. Mais après, je dirais aussi pas comment ça pourrait être différemment parce que ces idées sexistes, ils sont vraiment injectées dans la société partout, dans les institutions, dans l'État, et ils viennent de quelque part et ils viennent de la classe dominante de cette société parce que c'est eux surtout qui vivent ainsi, c'est eux qui se comportent ainsi. Et il y a ce théâtre qui était joué par l'establishment capitaliste qui faisait semblant les dernières années de se soucier de la sécurité des femmes. Et tout ce théâtre, il était juste détruit par le scandale de Epstein. Cette classe soi-disant respectable au sommet de la société, ces politiciens, ils savaient ce qui se passait dans l'abus systématique d'Epstein, où de nombreux ils participaient juste directement dans ça. Et dans d'autres cas, ils fermaient simplement les yeux pour protéger les leurs. Et du coup, l'idée que ce système, cette classe dominante, elle défend les femmes, c'est une blague. Partout, les médias, ils essaient de montrer Epstein comme une exception, mais je dirais, on l'a déjà dit aujourd'hui, plus personne ne croit ça. Il dirigeait un réseau organisé avec une stratégie consciente de cibler des jeunes femmes, des jeunes filles vulnérables. Et Epstein, il était vraiment au centre d'un gang violent, de violeurs le plus puissant du monde, la classe capitaliste. Et ce sont leurs idées qui réduisent les femmes à des objets sexuels, à des marchandises. Et c'est leurs institutions, leurs médias, leurs films, leur culture qui injectent du sexisme dans toutes les sphères de la société. Et c'est aussi leur bombe qui tombe aujourd'hui sur les filles et les femmes en Iran. Et l'hypocrisie aussi dans ce sujet est juste frappant de cette classe, mais aussi de leurs représentantes. Il y a l'UDC qui aime parler de la sécurité des femmes et qui pointe le doigt vers les étrangers qui sont si violents et qui disent aucun mot par rapport à Epstein. Il y a les politiciennes suisses qui
se sont coupés les cheveux en 2022 en solidarité avec les femmes, en répétant le slogan « Femme, vie, liberté » qui a été partout pendant ces mouvements révolutionnaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Ils soutiennent l'intervention impérialiste en Iran, où les bombes américaines et israéliennes, ils enlèvent à ces femmes leur vie et leur liberté. Et je dirais que face à cela, pour de plus en plus de personnes, ça devient juste clair que ce système, il n'a absolument rien à offrir aux femmes. Si on veut libérer les femmes, on doit le faire nous-mêmes, on doit renverser ce système. Mais je dirais la grande question, c'est comment. Et aussi, une fois que cette classe dominante est partie, comment vraiment arriver à la liberté? Parce que je pense que ça, c'est le plus grand souci. Ces idées sexistes, non, ils ne s'arrêtent pas aux institutions, aux médias, mais ils entrent évidemment aussi dans les têtes des hommes et des femmes de notre classe. Les idées dominantes dans la société sont les idées de la classe dominante. Et c'est également les travailleurs qui oppriment les femmes, qui frappent les femmes. Et du coup, la grande question, c'est comment on peut changer les choses. Et pour répondre à ces questions, on est là aujourd'hui. Et je dirais, une grande question auquel on doit répondre, c'est est-ce que les hommes, ils sont toujours opprimés les femmes? Parce que si on écoute les théories bourgeoises, c'est qu'il y a quelque chose de naturel dans la position des femmes, c'est quelque chose de biologique qu'il y a l'oppression des femmes. Les femmes sont juste physiquement plus faibles, les femmes, elles aiment juste faire le travail domestique, les femmes ne sont pas capables de prendre beaucoup de responsabilités. Et que la place de la femme est juste à la maison, toute autre chose n'est pas féminin ou même dangereux pour la société. Et n'importe le temps qui passe en fait sous le capitalisme, ces idées sont continuellement répandues dans la société d'une manière ou d'une autre, parce que l'intérêt derrière, c'est aussi clair. L'oppression des femmes, le sexisme, c'est quelque chose d'extrêmement profitable pour la classe dominante. Il y a le profit très, très net, qui est juste inégalité salariale. Genre, tu peux juste payer une couche de la population moins que les autres et tu peux mettre ainsi aussi de la pression sur le salaire dans son ensemble. Tu peux mettre la charge du travail domestique sur les épaules des femmes au lieu de devoir payer pour les services sociaux comme des crèches, des cantines, des buanderies. Et c'est aussi extrêmement profitable de diviser les hommes et des femmes. C'est une stratégie de survie pour chaque classe dominante dans la société de classe, c'est de diviser pour empêcher que cette majorité s'unisse contre toi. Parce que c'est quoi une classe dominante? C'est une petite minorité qui opprime une grande majorité. Et du coup, tu dois avoir des outils idéologiques pour te maintenir au pouvoir. Et le sexisme, je dirais, c'est une des formes les plus vieilles qui existent, parce que tu peux vraiment diviser juste la moitié de la société sur les lignes de sexe. Et il y a aussi, mais après, il y a de maintes formes de division, divisées sur la base de race, de genre, de sexualité, de passeport, des fois, ils inventent même encore plus de choses pour le faire. Et ça date des sociétés esclavagistes où il y a cet exemple où les maîtres d'esclaves, ils ne donnaient pas les mêmes couleurs de vêtements aux esclaves, sinon ils vont remarquer qu'eux, en fait, sont beaucoup plus que les maîtres d'esclaves. Et du coup, il faut diviser la société, pas selon les lignes qui sont justement objectivement là, mais selon les lignes qui te permettent de te maintenir au pouvoir. Et moi, je dirais justement aussi que c'est un peu un piège aussi de dire que c'est quelque chose. Cette division existe entre les genres, que c'est naturel, il y a juste une différence entre hommes et femmes. C'est un peu un piège dans lequel tombent aussi des idées féministes, et c'est de renforcer en fait cette division en fin de compte. Que le sexisme, c'est parce que que l'oppression elle existe parce qu'il y a des mauvaises idées, à cause du masculinisme, à cause du pouvoir que les hommes ils ont, et c'est pour ça qu'ils oppriment les femmes. Mais il n'y a pas vraiment de réponse à d'où viennent ces mauvaises idées, d'où vient le masculinisme ou la popularité de ça, d'où vient le pouvoir. À toutes ces questions, il n'y a pas de réponses qui sont offertes. Et c'est ainsi que dans la majorité des cas, si tu pousses ces idées dans l'extrême, soit ces idées, le sexisme, il tombe du ciel, soit c'est quand même quelque chose inné aux hommes, ça devient quelque chose de biologique. Et
je dirais que la principale faiblesse du coup théorique de toutes les différentes théories féministes qui existent, c'est qu'elles n'offrent pas de réponse à l'origine de l'oppression des femmes. Elles regardent comment le monde il est maintenant et l'appliquent sur le reste de l'histoire. Et le marxisme, il se différencie beaucoup du féminisme, pas parce que le marxisme a simplement ignoré la question des femmes, au contraire, mais il se différencie parce qu'il donne une véritable explication de comment l'oppression a émergé dans l'histoire, comment les combattre et comment arriver à une société où toute forme d'oppression peut disparaître. Et du coup, c'est une théorie, un guide pour la pratique dans la lutte contre les oppressions et le système dans son ensemble. Et le marxiste Engels a développé il y a presque 150 années l'idée révolutionnaire que les femmes n'ont pas toujours été opprimées, qu'il y a eu un moment dans l'histoire quand l'homme et la femme ont été effectivement égales, pas seulement juridiquement mais aussi dans les faits. Et il a étudié les formes de sociétés les plus primitives avec des données anthropologiques à ce moment et après il a regardé comment elles se sont développées à une forme supérieure et a découvert que l'émergence de l'oppression des femmes allait ensemble avec l'émergence des sociétés de classe. Que des sociétés primitives n'ont pas été simplement des stades de l'humanité moins développés, mais en fait, en essence, ils étaient très, très différents que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et du coup, effectivement, des sociétés où des femmes n'ont pas été opprimées, où même la violence domestique, ce n'était pas quelque chose qui était connu. Et c'était majoritairement des sociétés tribales, où il n'y avait pas de classe dominante, très égalitaire, principalement en fait à cause d'un manque de surplus, manque de ressources. Genre si moi je prenais quelque chose, si moi je prenais plus que les autres, ça mettait en danger la communauté dans son ensemble et du coup il y avait un partage très très égalitaire. Et ces études montrent aussi que la violence contre les femmes, le viol, c'était quelque chose de pas connu et la femme elle avait une place importante dans la société. Et c'était ainsi une preuve scientifique que l'oppression, la place de la femme dans la société, avait rien de naturel. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. Et c'est impossible de vraiment résumer parce que ce que Engels il a fait, mais on a publié une nouvelle édition de ces textes aussi avec des articles, avec de nouvelles données anthropologiques dedans que je peux absolument recommander. C'est le petit, Ephraim va le chercher. Que je dirais c'est une lecture obligatoire pour tout le monde qui veut comprendre comment combattre l'oppression. Mais quel était l'essentiel? J'essaie d'un peu le résumer. Qu'est-ce qui a changé? Engels il parlait de la défaite historique du sexe féminin quand la propriété privée elle s'est développée. Et la propriété privée, elle émergeait dans les domaines des hommes d'abord, avec le développement des forces productives dans l'agriculture, qui était le domaine de l'homme. Parce que dans l'agriculture, c'était juste possible de produire en premier plus que ce que tu as dû utiliser la journée. Ça veut dire produire un surplus. Et dans les domaines, du coup, ces surplus émergeaient. Il y avait aussi une propriété privée qui émergeait parce que ceux qui produisaient ce surplus, ils souffraient moins que les autres, ils voulaient le garder, ils avaient moins un peu cette lutte pour la survie constante. Et du coup, ils voulaient les garder pour eux, propriété privée sur ce produit. Mais après, évidemment, ce surplus, il était justement limité. Pour toi d'avoir une meilleure vie, d'autres, ils ont dû travailler plus durement et gratuitement et sont devenus aussi dépendants de cette classe du coup qui émergeait, qui avait le contrôle sur le surplus. Et comment on est arrivé de ce truc un peu compliqué à aujourd'hui? Pourquoi ça c'est important? C'est avec ce changement dans la production et reproduction des sociétés humaines, dans le passage à une forme supérieure, que des êtres humains sont devenus de la propriété, que des classes, justement, ils sont émergées, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien, qui sont exploités de l'autre classe, parce que ce n'est pas dans leur domaine où le surplus il a émergé. Et parce que c'était dans le domaine de l'homme, la femme elle est devenue ainsi propriété de l'homme. L'utilité de la femme a été réduite à produire des enfants et pouvoir s'en occuper. Parce que pour les hommes,
qui avaient ces surplus pour cette nouvelle classe possédante, ils ont voulu travailler vers transmettre ces surplus, cette propriété à leurs enfants. Mais pour ça, tu dois savoir pour sûr qui sont tes enfants. Et du coup, il y avait une nécessité d'attacher la femme à l'homme, attacher la femme à une famille, parce qu'à ce moment, tu n'avais pas de test paternel. Et ainsi, une nouvelle société émergeait, pas basée sur des idéaux qu'ils ont réfléchis et ont mis en place, mais un développement matériel qui a fait émerger d'autres besoins, d'autres règles pour la société dans son ensemble. Mais basé sur l'intérêt et les besoins justement d'une nouvelle classe dominante dans la société. Et avec cela, on a vu pas seulement la défaite économique pour les femmes, mais aussi toute une guerre idéologique qui a été menée pour justifier ce nouvel ordre. Genre comme les esclaves, les femmes ont été vues comme objets, comme propriété, là pour le besoin et le plaisir de l'homme. Et il fallait justifier ça, que ça c'est quelque chose justement de naturel, ça doit être comme ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et les femmes, elles s'étaient enfermées dans la sphère privée, dans la famille nucléaire, ça veut dire de parents, enfants, un peu la famille qu'on connaît aujourd'hui. Et il fallait vraiment ancrer dans la conscience des hommes et des femmes que les femmes sont inférieures, que c'est naturel, c'est super pour toute la société. Et c'était dans l'intérêt de cette nouvelle classe possédante, émergente, pour justifier ses propres privilèges et ses intérêts contre ceux des autres. Et du coup, la première division de classe a été accompagnée par l'émergence de l'oppression des femmes. D'abord attacher les femmes aux hommes et les mettre dans une dépendance économique. Et cette oppression, elle a changé jusqu'à un certain degré sa forme, mais je dirais l'essence que la femme est vue comme objet, comme propriété, comme là pour le besoin de l'homme. Je dirais que ça, c'est encore omniprésent. Si on va sur Instagram, si on regarde des films, si on lit des livres, c'est toujours partout. Et je dirais que Epstein aussi, c'est l'incarnation de ça aussi. Et du coup, le point principal, c'est évidemment un développement pas d'un jour à l'autre, mais des milliers d'années. Mais le point principal, c'est de dire que l'origine de l'oppression, c'est pas tombé du ciel. L'origine, c'est pas dans les idées, dans la tête, dans la biologique de l'homme, mais il y avait un changement dans les conditions sociales. Et la base sociale pour que ces idées se maintiennent, c'est une société divisée dans des classes, une petite minorité qui a besoin d'exploiter et d'opprimer la grande majorité. Mais quelque chose que Engels il avait déjà souligné à ce moment, c'est que le capitalisme, il a repris cette oppression et il a aussi imposé un peu sa propre forme à ça, sa propre brutalité à l'oppression. Mais c'est aussi le capitalisme qui a jeté la base pour libérer les femmes, de remettre sur le pied d'égalité avec les hommes et mettre fin en fait à toute forme d'oppression et jeter les bases pour une société sans classe. Parce que qu'est-ce qui est bien avec le capitalisme, c'est que le capitalisme il a développé les forces productives à un tel stade où aujourd'hui on peut produire beaucoup plus que nous utilisons tous les jours et ça dépasse évidemment aussi largement la production de surplus. À ce moment, quand l'oppression a émergé, il y a énorme richesse, énorme surplus avec lesquels on pourrait jeter aujourd'hui la base pour une société où tu pourrais éradiquer toute forme des oppressions. Et ça, je dirais, c'est aussi un peu la différence entre d'autres idées. Le marxisme, c'est que nous, on dit tu dois changer les conditions sociales dans lesquelles on vit pour changer les idées et pas à l'envers. Dans une société où tu as de la pénurie, tu as une lutte pour la survie, tu as des guerres, tu as des compétitions, tu as des pressions économiques, et à ça s'ajoute le poison qui est injecté directement de la classe dominante dans la société. Dans une telle société, tu as un vrai terrain fertile pour de telles idées réactionnaires de pouvoir s'ancrer. Et de lutter contre des idées réactionnaires, contre des idées sexistes, sans changer le fondement qui les fait naître, c'est de se battre comme Don Quijote contre des moulins à vent. C'est une lutte éternelle sans vraiment s'attaquer aux problèmes de base. Mais on peut complètement éradiquer les idées qui divisent si les besoins matériels pour la division, elle disparaît aussi. Et comme du coup, justement, comment
comme les oppressions ont pu émerger dans l'histoire, elles peuvent aussi disparaître. Mais la condition pour cela, c'est une société où tout le monde a largement assez pour vivre, bonnes conditions de vie, où nous, on a le contrôle sur la culture, nous, on a le contrôle sur Instagram, nous, on peut décider quelles idées devraient être mises en avant. Et le potentiel pour justement arriver à une telle société, ce potentiel est émergé avec le capitalisme, mais ça reste simplement un potentiel. Parce que le plus grand obstacle pour ça reste la classe parasitaire qui profite de ce système, comme il est actuellement, qui profite de la division qui existe et qui, pour maintenir sa position, pour maintenir ses profits, pour maintenir son contrôle sur toute la richesse, ne nous amène pas 1 millimètre plus proche de libérer les femmes d'une dépendance économique, mais qui met justement sur l'ordre du jour l'austérité, baisse de salaire, guerre et absence totale d'une bonne vie. Et du coup, nous, on dit clairement pas, le capitalisme il est incapable de libérer les femmes. Et dans une société où les profits d'une petite minorité sont la ligne directrice et pas le besoin et les relations saines, tu ne peux pas libérer les femmes. Et surtout, cette société, elle n'a pas un intérêt. Et c'est pour ça que notre slogan pour le 8 mars, qui est aussi sur notre journal, est « À pas la classe d'Epstein ». Cette classe doit partir pour que nous, on puisse avoir une bonne vie. Et la tâche qui se pose à tout le monde qui veut de manière durable, profonde, éradiquer ces poisons de nos relations et de nos têtes, doit éradiquer la base pour ça. Et la question, c'est évidemment pas « OK, joli », mais qui est capable de faire ça? Et ça, je dirais, c'est la deuxième chose progressive que le capitalisme il a développé en regard des femmes, c'est que les femmes, elles ont été intégrées dans la sphère publique, dans le monde du travail. La femme, elle est devenue travailleuse à côté de son collègue homme. Et ça fournit une base pour unir les hommes et les femmes sur la base de classe, qui ont objectivement le même intérêt, qui est une bonne vie, sécurité, pas de guerre, logement, éducation, accès à la culture, etc. Et c'est cette base, en fait, qui nous permet d'unir les différentes couches et de lutter pour des véritables améliorations de vie pour les couches opprimées et la classe ouvrière dans son ensemble. Parce que justement, ceux qui font obstacle aux véritables améliorations pour les femmes sont définis par leur position de classe et pas par leur genre. Et ça s'est confirmé aussi les dernières années, je trouve, où il y a dans beaucoup de pays des femmes au pouvoir dans un pays, des femmes à la tête d'une entreprise qui opprime, qui exploite les travailleuses exactement de la même manière et qui sont peut-être prêts de lutter pour l'égalité au sein de leur classe, la possibilité de participer de manière égale à l'exploitation des masses, mais en fin de compte s'opposent à la libération des femmes parce que ça signifierait la fin de leur système. Mais notre programme est basé sur la lutte pour des logements pour tous, accès à la santé pour tous, la création de crèches, augmentation des salaires, pensions correctes, investir massivement dans l'éducation, dans la santé, mettre les médias, les tribunaux, la police sous contrôle de la classe ouvrière, création massive des foyers pour les femmes, évidemment défendre les droits démocratiques des travailleurs et des travailleuses, mais ce n'est pas seulement une question de pain, des conditions, mais c'est aussi de créer les conditions pour entièrement sortir les femmes de la sphère privée, de la double charge du travail domestique et de la libérer aussi de la dépendance économique envers l'homme, où le programme communiste pour la libération des femmes contient également la socialisation du travail domestique, pour que ces tâches ne sont pas continuellement reportées sur les épaules des femmes, qui est encore les cas aujourd'hui. Et comme on peut faire ça, pas simplement en changeant les idées ou à dire aux hommes de faire plus, mais en fait de juste faire en sorte que la société dans son ensemble s'occupe de ces tâches, de créer des crèches partout gratuites, buanderies, des cafés avec de la bonne bouffe et sain, gratuite, bonnes écoles, aide sociale gratuite, accessible pour tous. Et ainsi libérer aussi les femmes de leur esclavage à la maison. Mais chaque minuscule amélioration aujourd'hui pour les femmes ou simplement fait aussi de s'opposer à une attaque, ça nécessite aujourd'hui la lutte contre la classe dominante.
Et le pouvoir que les femmes elles ont aujourd'hui, c'est pour obtenir des améliorations, réside justement dans leur rôle en tant que travailleuses. Faire grève, faire du mal à ceux dont on est forcé de concession. On ne peut pas convaincre cette classe en haut avec du symbolisme. Et la preuve, on a eu aussi les dernières années de combien de fois justement on était dans les rues, combien de fois on a rendu visible la charge de la femme, combien de lois ont été établies et rien n'a été appliqué dans la pratique. Si on veut vraiment des améliorations, on peut seulement les obtenir en luttant ensemble avec notre classe contre la classe dominante. Et justement, et du coup, comment appliquer ce programme, comment éradiquer la base pour des oppressions, ça peut seulement être fait sur la base des méthodes de lutte de classe, unité de la classe ouvrière contre la classe dominante. Et je dirais après, on arrive à la grande question, et je pense que l'idée qu'on rencontre souvent, c'est que, ok, joli, mais les hommes, ils n'ont pas intérêt de lutter pour ça, parce qu'eux, ils profitent de l'oppression des femmes. Et du coup, un peu l'idée que je pense est très partagée encore, c'est parce qu'ils sont des hommes, ils n'ont pas les mêmes intérêts justement que les femmes. Mais je dirais comme au sein des femmes, il y a une grande division de classe au sein des hommes. Il y a les révolutionnaires irlandais, James O'Connell, qui disaient en fait, la femme, c'est l'esclave de l'esclave. Et oui, les hommes de notre classe, ils ont été éduqués dans une société qui est entourée par des idées sexistes et réactionnaires, et une société qui passe leur temps à dire aux hommes que c'est bien pour eux si la femme est petite, faible, une victime, un objet, qu'eux, ils profitent de ça. Mais c'est précisément ces idées qui gardent les hommes otages de ce système, de leur propre oppression et de l'exploitation en tant que travailleurs. Et ce que nous devons expliquer à eux, c'est que non, justement, ils ont les mêmes intérêts que les femmes de leur classe et que c'est dans l'unité de notre classe que nous pouvons gagner des améliorations pour les femmes, mais également pour les hommes. Et que le sexisme et d'autres formes d'oppression sont nuisibles également pour eux, pour leur lutte et pour leur capacité de résoudre leurs problèmes. Et je dirais ça aussi, justement, pas d'une manière moralisatrice, vous êtes juste de mauvaises personnes parce que vous avez des idées sexistes, mais en montrant comment eux, ils nuisent leur propre cause, comment ils sont utilisés par la classe dirigeante qui les opprime et les exploite également. Et on a déjà touché la question un peu ce matin, et je dirais, oui, ça c'est une lutte pour convaincre cette couche de la société. Et oui, c'est travailler et s'unir avec des personnes qui avaient des idées réactionnaires. Et ça, c'est, je dirais, une grande leçon pour des révolutionnaires. Toute révolution commence ou est faite avec des gens qui, avant, n'avaient pas des idées révolutionnaires. Sinon, on sera constamment en révolution, qui n'est pas le cas. Et ça, c'est la base cruciale pour des révolutions. Des idées puissent changer, non? Mais c'est dans la lutte, avec un bon programme, en montrant la réalité, la vérité derrière que cela est possible. Et je dirais, peut-être vous ne me croyez pas, mais on le voit, on l'a vu plusieurs fois dans la pratique, on le voit encore aujourd'hui, comment ça c'est vrai que des idées puissent changer, elles peuvent changer extrêmement rapidement. Et on le voit dans les mouvements de grève, dans des révolutions, où on peut parler de l'Iran, par exemple, où les femmes sont fortement opprimées. Il y a, par exemple, avec la question du voile. Et quand ces politiciens-là en Suisse, ils ont coupé leurs cheveux, par les masses, en fait, ils ont montré en pratique comment on peut libérer les femmes, quelle est la vraie force que les masses ils ont quand ils sont unis, où les hommes ils protégeaient les femmes dans les manifestations. Tu avais un pays extrêmement divisé sur les lignes religieuses et justement des sexismes qui tous luttaient ensemble dans la rue contre leur ennemi commun, le régime des mullahs. Qui les gardent tous à un niveau de barbarie insupportable qui les imprime, qui les opprime. Même chose, printemps arabe en 2011. L'UDC parle toujours comment les hommes arabes sont méga réactionnaires, méga oppressifs. C'était dans les rues en printemps arabe où c'est les hommes et les femmes ensemble qui travaillaient vers renverser ces régimes absolument réactionnaires, qui se protégeaient mutuellement, qui commençaient à organiser la société ensemble.
n'importe ce qui était ton genre, n'importe ce qui était ta religion, ce qui était important, c'est que tu ne faisais pas partie de ceux d'en haut qui ont exploité et opprimé la grande majorité les dernières années. Et il y a aussi, par exemple, le mouvement de grève de mineurs en Angleterre dans les années 70 ou 80, où il y avait un groupe de personnes LGBT qui sont allés soutenir les mineurs dans leur grève, et à l'envers, ils sont allés soutenir les personnes LGBT. Ils sont venus tous à la Pride avec leurs fat syndicats, tous ces vieux travailleurs, genre vraiment les ouvriers, un peu comme ça, qui venaient là, qui disaient « Si, ça c'est nos collègues, nous on a les mêmes intérêts, et vous détruisez nos salaires et vous détruisez aussi les bonnes conditions pour eux. » Du coup, on a plein d'exemples dans la pratique, dans l'histoire, que cette unité est absolument possible. Et ce processus, il est en fait aussi allé jusqu'au bout avec la révolution russe, qui a été commencée par les femmes le 8 mars, qui a fini par la prise de pouvoir de la classe ouvrière et qui n'a pas seulement adopté des mesures les plus progressistes à ce moment, en 1917, droit de vote. La Suisse, elle n'a pas eu, 60 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Droit de vote, droit à l'avortement, droit de divorce, légalisation de l'homosexualité, etc. Et c'est dans un pays qui était bien plus arrière qu'aujourd'hui. Les femmes étaient littéralement propriété de l'homme, écrit dans la loi. Mais les bolcheviks, à ce moment, ils ne sont pas seulement améliorés au niveau de droit, mais ils ont aussi commencé à faire le premier pas dans la véritable libération des femmes en essayant de socialiser le travail domestique et mener un grand programme d'éducation et de culture dans les masses pour élever le niveau culturel de tout le monde, intégrer les femmes entièrement dans la vie publique et politique et combattre le conservatisme hérité du passé. Parce que ce que les bolcheviks ils savaient et ce qu'ils se aussi montraient pas, si on ne change pas les conditions sociales, tout ce progrès va revenir en arrière, et comme Marx il disait, pas toute la merde va revenir. Et du coup, lutter contre les divisions au sein de notre classe est une précondition pour gagner la lutte, mais nous devons justement aussi gagner la lutte pour véritablement surmonter les divisions à la fin de la journée. Et du coup, est-ce que le marxisme, est-ce que les communistes, ils proposent un chemin facile pour la libération des femmes? Non, mais il n'existe juste simplement pas. Mais ils proposent, à mon avis, le seul chemin qui est vraiment réaliste, qui est vraiment sérieux, qui permet de vraiment balayer ces systèmes et ces oppressions. Et qui nous donne aussi un guide pour l'action de comment on doit faire ça. Si on veut renverser cette classe dominante, si on veut obtenir des améliorations, si on veut avoir du succès dans la lutte, nous avons besoin des idées et d'un programme qui se base sur la méthode de classe. C'est eux contre nous et c'est nous contre eux. Et ça permet ainsi de unir la classe ouvrière. Et les deux choses sont justement ensemble. Et chaque idée qui nous aide à faire ça, à unir, à montrer les vraies lignes de classe dans la société, c'est des bonnes idées qui vont faire avancer les mouvements. Et chaque idée qui divise, qui tisse d'autres lignes de division dans la société sont nuisibles pour ça. Et c'est aussi pour ça que les marxistes ont dès le début opposé aux politiques identitaires et d'autres idées de ce genre, parce que précisément, ils font ça. Et je pense que j'ai encore le temps pour faire ce point, parce que ça m'a occupé cette semaine. Mais il y a beaucoup d'idées à gauche qui circulent, qui, à mon avis, ne tissent pas le lien entre, ou qui ne montrent pas les lignes de classe dans la société, mais qui justement continuent à diviser la société sur le genre. Et il y a un article de Solidarité, qui est une autre organisation de gauche, qui a été publié par rapport à la question d'Epstein. Et je vais le citer. Et c'est un peu la question, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette question de Epstein? Et eux, ils disent, la deuxième thèse, défendue notamment par la gauche, y compris radicale, se construit autour d'une analyse structurelle du phénomène Epstein comme matérialisation la plus violente et cataclysme, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'une bourgeoisie radicalisée agissant en toute impunité. En somme, si Epstein et consorts ont pu séquestrer et violer des milliers de femmes et des enfants, c'est parce que leur statut social le leur permettait et que ça leur était utile pour la reproduction de leur classe. Si cette analyse n'est pas complètement erronée, elle présente deux faiblesses, où ils disent
cette analyse, c'est-à-dire que c'est parce que les Epstein sont une classe qu'elles étaient capables de faire ça, eux sont responsables de ça. Ils disent la faiblesse de ça, que ça sous-entend que l'appartenance au groupe de dominantes produirait des individus spécifiquement enclins à la violence sexuelle et pédocriminelle, contrairement aux autres groupes entendez les classes populaires dominées. Or, les violences sexuelles contre les personnes sexisées et les enfants structurent l'entière de la société. Et je dis plusieurs fois lire ces parties aussi, du coup j'essaie de le vous dire encore une fois dans mes mots, c'est oui, la classe dominante elle est mauvaise, mais les violences sexuelles existent dans l'ensemble de la société. Du coup, on ne devrait pas dire que c'est la classe d'Epstein, que c'est eux les responsables de ça. Et ça revient en fin de compte de dire c'est les hommes et c'est tous les hommes, aussi dans la classe ouvrière, qui sont responsables de violences sexistes. Tout le monde est Epstein, en gros. Et PS, c'est un peu la même chose. Epstein est possible parce qu'il y a des mecs cis. Epstein est possible parce que les hommes se comportent d'une manière sexiste. Et moi, je dirais que ces idées sont extrêmement nuisibles dans la lutte contre les oppressions pour deux raisons. Oui, bien sûr, l'homme frappe la femme. La majorité des crimes, aussi le sexisme, la violence que nous on rencontre, ce n'est pas de la classe dominante directement. Je ne sais pas si vous avez connu Epstein, moi pas. Mais oui, c'est la plus grande violence, c'est dans les familles. Et solidarité, je l'ai dit aussi, c'est dans les familles, c'est sur les lieux de travail, dans les rues. Mais je dirais, on doit expliquer pourquoi c'est le cas. Parce que les arguments qu'eux donnent, ça tourne les choses sur leur tête. C'est parce que des idées sexistes existent, parce qu'il y a des comportements sexistes que Epstein est possible. Mais ça revient à la question d'où viennent ces idées. Comment la violence entre dans la famille. Et l'explication qu'on reçoit, c'est les hommes, ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, parce qu'ils sont des hommes. Et du coup, et je l'ai dit déjà au début, mais ils finissent par répéter l'argument de la classe dominante, c'est que le sexisme, c'est quelque chose de naturel, c'est inné à l'homme. Et les hommes, ils profitent de ce système. Ils profitent de l'oppression des femmes. Et oui, on doit lutter contre ce au nom, mais on doit surtout aussi lutter entre nous pour éradiquer ça. Et moi, je dirais que c'est particulièrement nuisible dans un moment de diviser où pour tout le monde, ça devient justement clair, hey, ceux-là qui nous dirigent, ceux qui ont tous ce levier de l'économie dans la main, ceux qui contrôlent la société, ceux qui possèdent les médias, ceux qui décident sur les guerres, ceux qui sont en plus encore des pédophiles, ils sont tous les mêmes et ils sont impunis par ce système et ils sont capables de le faire parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont à la tête de ce système. Dans un tel moment où tout le monde réalise ça, de dire non, c'est un peu... Il y a aussi chez nous des gens qui commettent des crimes. Parce que les bourgeois aujourd'hui, ils disent aussi que pas seulement des riches sont des pédophiles. Et c'est vrai. C'est vrai que ce sont les hommes de la classe ouvrière qui sont aussi impliqués dans la violence, sexisme, des idées réactionnaires. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, non? Et je pense que c'est une question qui est honnêtement posée par beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, mais aussi là, il y a de violence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les réponses que je trouve de ces mêmes organisations sont les mêmes que les dernières années, du microféminisme au quotidien, du coup, genre de moi, je dois attaquer chaque truc que je trouve et je dois regarder que je peux combattre ces idées, changer le langage, plus de représentation, plus de symbolisme. Et je pense beaucoup de gens, surtout à ce stade, surtout dans cette année, commencent à remarquer les limites de ces approches. Parce que qu'est-ce que moi je veux faire avec mon microféminisme au quotidien si c'est riche et seulement les riches, c'est eux qui ont le moyen d'établir un réseau mondial de pédophilie qui peuvent abuser des milliers de jeunes filles et en parallèle décider sur l'économie, sur la politique, sur la loi. Moi, ça ne me suffit pas, perso. Je vois que ça ne suffit pas. Et c'est leur système qui pousse la grande majorité dans la misère, qui enlève aussi aux jeunes hommes toutes sortes de perspectives de sécurité dans ce système. Et oui, qui après ces jeunes hommes finissent par écouter plutôt Andrew Tate que les politiciens. Ils finissent par écouter la ménosphère plutôt que les médias, plutôt que les institutions, parce qu'ils n'ont aucune perspective dans ce système. Les jeunes femmes aussi qui se tournent, elles aussi, vers des idées de tradwife, par exemple, qui décident de
plutôt être femme de foyer parce que quelle est la perspective dans ce système? Autant que femme, le premier pas que tu fais dehors, tu as des obstacles, tu es opprimé, tu es exploité. Du coup, oui, pourquoi pas essayer de chercher la sécurité à la maison? Et je dirais ce qui est le pire, c'est que la gauche, aujourd'hui, elle finit par dire aux hommes que c'est principalement leur faute que ce système, il est pourri jusqu'à sa dernière cellule. Et ça, c'est nuisible parce que ça tisse les mauvais liens dans la société. Nous, on veut lutter pour une société où des jeunes femmes et des enfants, ils ne doivent pas rester dans des familles violentes parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour y aller, parce qu'il n'y a pas de la place dans les foyers. Et on veut lutter pour une société où absolument personne ne doit jamais se mettre dans une situation aussi dangereuse que d'aller dans la maison de Epstein pour $200 fucking. Ça, on veut une société où ça, la base pour ça, elle disparaît. Parce qu'il n'y aurait plus de milliardaires et il n'y aurait plus de pauvreté. Et le capitalisme, il nous fournit la base matérielle pour ça, mais pour vraiment finir avec la violence, pour finir avec l'oppression, mais il prépare aussi le processus pour vraiment le réaliser. Parce que ce système en déclin, en crise, qui crée les plus grandes expressions de violence et de désespoir, il crée justement aussi la radicalisation, de la haine contre ce système, contre l'establishment, contre la Epstein class, de n'importe quel genre que tu as. Et aussi la haine contre ce establishment qui s'est doté les dernières années d'un monde progressif de girl boss féminisme et diversité et pinkwashing et symbolisme pour juste tranquillement continuer ces atrocités de l'austérité, de guerre, de protéger Epstein et leur classe au même moment. Et du coup, ce qui est réellement en train de mûrir aujourd'hui, c'est un énorme potentiel pour libérer enfin les femmes parce qu'un fossé grandissant se creuse entre la classe dominante et la classe ouvrière. Et les différents événements, on en a déjà parlé un peu avant, ces derniers mois et années le montrent, des BLM, de Luigi Mangione, qui était juste un petit avant-goût, mouvement aussi de grève féministe en Suisse, bloquant tout, occupation pour la Palestine, mobilisation contre ICE, et aussi les mouvements de grève dans le canton de Vaud, parce qu'ils réunissent en fait tous ces mouvements, c'est que les gens réalisent, shit, nous, on doit prendre les choses dans nos propres mains. C'est une lutte non pas contre les hommes et les femmes, ou je ne sais pas qui à côté de moi, mais c'est une lutte contre ceux dont non, c'est la classe d'Epstein et leur État et leurs représentants. Et du coup, l'enjeu, la tâche, c'est d'enfoncer un fossé profond entre la classe ouvrière et la classe dominante et d'approfondir exactement cette division et pas d'autre. Et de ainsi surmonter les divisions à l'intérieur de notre classe. Et du coup, nous, les communistes, les marxistes, on est les seuls qui ont fait ça dès le premier jour que les mouvements pour la libération des femmes existent même, ici en Suisse et partout. Et les bolcheviks, ils ont vraiment commencé ce travail d'émancipation des femmes et tous les opprimés. Et ils ont en peu de temps accompli beaucoup de choses considérables, mais ils ont été arrêtés par les conditions objectives. Et aujourd'hui, la situation est bien plus favorable pour une révolution socialiste à l'échelle mondiale. Et non seulement, je dirais, les conditions objectives sont favorables, mais le courant est en train à nouveau de tourner en faveur de exactement tel programme, exactement ces luttes, et un courant qui est en train de tourner en faveur des méthodes révolutionnaires. Et du coup, si toi, tu veux enfoncer cette division de classe, de doter de la responsabilité de renverser la classe d'Epstein et de enfin jeter la base pour la véritable libération des femmes, tu dois nous aider à construire ce parti et défendre ce programme dès aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien donner un exemple pourquoi nous sommes si sévères avec les postmodernes. Quand moi j'étais encore à l'université, une autrice assez dominante, c'était Silvia Federici, avec son œuvre Caliban et la sorcière. Et je crois que c'est toujours assez connu aussi aujourd'hui, et ça inspire aussi des slogans queer féministes en manif, tels que « Nous sommes tous des sorcières », que vous avez peut-être déjà entendu, ou « Nous sommes les filles des sorcières » que vous n'avez pas brûlées. Et Federici, elle attire pas mal de jeunes honnêtes
Et moi, je dirais que la raison principale pour ça, c'est qu'elle se dit féministe marxiste, ou plutôt féministe marxienne. Et comme tous ces marxiens, elle prétend renouveler le marxisme. Parce que, selon elle, le marxisme n'a pas suffisamment pris en compte la question des femmes. Mais pour être très honnête, comme tous ces marxiens et marxiennes, en prétendant de renouveler le marxisme, ce qu'ils font, c'est abandonner tout le noyau révolutionnaire du marxisme même, et surtout abandonner le rôle central qu'occupe la classe ouvrière. Et Federici, dans son œuvre Caliban et la sorcière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse en fait la période de transition du féodalisme au capitalisme. Donc, disons du Moyen-Âge au capitalisme. Et sa thèse principale, c'est de dire que sous le féodalisme, les femmes étaient moins opprimées que sous le capitalisme. Non? Les femmes au Moyen-Âge étaient plus libérées que sous le capitalisme. Et selon elle, et ici maintenant je la cite, elle dit « Avant le capitalisme, le corps féminin était un récipient de force magique. Donc, avec ces pratiques spirituelles, les femmes avaient un pouvoir dans le domaine des soins animistes, de la médecine spirituelle ou aussi dans l'avortement. Et un pouvoir que le capitalisme émergent, il va détruire, justement, entre autres, en brûlant les sorcières. Et elle attaque explicitement le marxisme, parce que le marxisme dit que l'émergence du capitalisme, comme Serena l'a très bien expliqué, l'émergence du capitalisme était un processus historiquement progressiste. Et Federici, je la cite encore une fois, elle dit « Nous ne pouvons donc pas identifier l'accumulation capitaliste à la libération des travailleurs et à la libération des femmes, comme le font nombreux marxistes. On ne peut pas identifier l'émergence du capitalisme avec la libération des travailleurs et des femmes. » Et on voit ici en fait plusieurs traits caractéristiques du postmodernisme, de ce courant académique. Premièrement, les postmodernes, justement, c'est postmoderne, non? Ils rejettent le progrès dans l'histoire. Ils rejettent qu'il y ait eu un progrès dans l'histoire, et ce faisant, ils glorifient en fait des époques, des modes de production antérieurs, des modes de production plus primitifs. Ici, le Moyen-Âge, ils le glorifient, Et deuxièmement, un deuxième trait caractéristique des postmodernes, c'est que ça les mène à assez souvent, en fait, à des affirmations qui sont assez absurdes. Genre, les femmes au Moyen-Âge étaient totalement sous la tutelle de leur mari ou de leur père. Elles étaient fortement opprimées par l'Église qui était omniprésente. Elles étaient totalement exclues d'une vie publique. Et évidemment, l'émergence du capitalisme, c'était une période extrêmement brutale. Le capitalisme est né sur la base de la violence, mais ça ne signifie certainement pas que les femmes étaient mieux placées avant le capitalisme qu'elles le sont aujourd'hui, non. Et troisièmement, un troisième trait caractéristique, c'est que chez les postmodernes, on observe aussi assez souvent, je dirais, une bonne dose de malhonnêteté, surtout dans leur critique du marxisme. Souvent, ils ne critiquent pas Marx ou les marxistes, mais ils critiquent une caricature de Marx, une caricature qu'ils ont érigée eux-mêmes. Est-ce qu'un de vous, communistes ici, va dire « Nous identifions le capitalisme avec la libération des femmes ou avec la libération du capitalisme ?» Personne, aucun marxiste va te dire ça. C'est une caricature malhonnête, non? Qu'est-ce que le marxisme dit réellement, non? On dit avec la société, avec l'émergence des sociétés de classe, la famille devient une unité économique. Non, une unité économique de production et de reproduction de la vie où les femmes sont fortement dépendantes de l'homme et en conséquence, les femmes sont fortement opprimées. Et avant le capitalisme, la production, en fait, elle était surtout pour la subsistance. Non, les familles, l'unité économique de la famille, elle produisait essentiellement pour la subsistance. Les familles produisaient ce qui était nécessaire pour leur survie principalement.
Et avec les capitalismes, les moyens de production, la technologie, la science sont massivement développés comme en fait jamais auparavant. Et ça, c'est un progrès historique, ça constitue un progrès extrêmement progressiste pour l'humanité. Et pour la famille et pour les femmes, il s'agit ici d'un processus extrêmement contradictoire. Non? D'un côté, avec le capitalisme, la famille nucléaire, en tant qu'unité économique, elle est affaiblie. Non? Aujourd'hui, la famille n'est plus l'endroit unique ou ni l'endroit principal de la production et de la reproduction. Non? Le capitalisme socialise la production. La classe ouvrière émerge, une classe qui ne possède rien, non? Et donc, en conséquence, dans la famille même aussi, l'héritage familial dont Serena a parlé joue également un rôle nettement moins important. Et surtout, avec le capitalisme, comme ça a été dit, les femmes deviennent une partie de la classe ouvrière. Elles sont sorties de la maison, elles sont sorties du champ familial. Et le capitalisme crée donc une sorte de vie publique à travers le travail salarié. Et une vie publique dont les femmes font partie pour la première fois dans toute l'histoire de la société de classe. Et d'ailleurs, c'est très très significatif de remarquer que avant le capitalisme, il n'y a jamais vraiment eu un mouvement de femmes propre, non? Ça émerge seulement avec le capitalisme, avec la vie publique de la classe ouvrière. Un mouvement de femmes qui surtout, lorsqu'ils luttent ensemble avec le mouvement ouvrier, c'est-à-dire un mouvement ouvrier qui lutte contre l'oppression des femmes également, c'est ça qui a permis les concessions, les améliorations majeures pour les conditions de femmes, telles que les rentes, les congés maternité, en luttant ensemble dans la vie publique, dans la sphère publique. Non? Mais de l'autre côté, justement, c'est un processus très contradictoire. Sous le capitalisme, une bonne partie de la reproduction, elle est toujours faite de manière privée dans la famille nucléaire. Non? Les tâches ménagères, la lessive, la cuisine, la garde des enfants en bonne partie, et dont la femme, elle est toujours la responsable principale. Donc aussi sous le capitalisme, les femmes sont maintenues en tant qu'esclaves domestiques, comme Serena l'a dit, et ça maintient aussi sous le capitalisme leur dépendance économique envers l'homme et leur oppression. Et surtout, avec le capitalisme, comme on l'a entendu de manière exemplaire, sous le capitalisme règne toujours une classe dominante, les capitalistes, non, les bourgeois, qui ont un énorme intérêt à diviser la classe ouvrière, à maintenir l'oppression des femmes, à injecter tout le poison des idées divisives, oppressives, sexistes dans la société. Donc, pour répondre directement à Silvia Federici, le capitalisme ne libère certainement pas les femmes, mais sous le capitalisme, pour la première fois dans l'histoire humaine, les ressources et les technologies émergent qui permettraient de socialiser totalement le travail de reproduction. Et sous le capitalisme, il faut s'imaginer, sous le capitalisme, pour la première fois après 15 000 ans de société de classe, non, après 15 000 ans d'oppression de femmes, pour la première fois, les femmes, en faisant partie de la classe ouvrière, ont un levier dans leurs mains pour se débarrasser de cette société de classe, de se débarrasser de ce poison dégueulasse qui est le sexisme et l'oppression. Mais pour que la classe ouvrière puisse vraiment saisir tout ce potentiel, non, le mouvement ouvrier doit s'armer d'une compréhension correcte et d'une stratégie correcte, et ça, c'est certainement pas avec les idées de Federici. Et parce que on le sait, c'est pour ça en fait qu'on tient autant de stands de littérature, autant d'écoles théoriques, qu'on se forme si minutieusement. D'une théorie erronée découlent des politiques erronées, non? Et la revendication politique principale de Federici, c'est de rémunérer le travail domestique, non? Donner aux femmes un salaire pour leur travail domestique, non? En fait, à mon avis, tout son livre, toute cette histoire sur les sorcières et les femmes sous le Moyen-Âge, toutes ces fabrications, non, à mon avis, elle le fait pour justifier cette revendication politique du salaire domestique.
Et comme j'ai dit, selon Federici, l'émergence du capitalisme et de la chasse aux sorcières, c'était une stratégie apparemment pour rompre avec ce pouvoir magique des femmes, non? Et le pouvoir des femmes, selon elle, réside dans leurs compétences magiques dans le travail domestique, non? Elle jette partout, j'ai relu mes notes sur ce livre, elle jette partout des termes pseudo-marxistes, partout. Elle dit le corps féminin, c'est une usine. La violence est une force productive. Le travail domestique, c'est du capital reproductif, non? Et toutes ces confusions pour dire valoriser les femmes signifie rémunérer leur travail reproductif, payer un salaire pour le travail domestique, non? Et c'est évidemment une revendication maximalement réactionnaire, non? Verser un salaire aux femmes pour leur travail domestique, ça signifierait de cimenter leur dépendance de la famille nucléaire, cimenter leur isolation à la maison, et ça renforcerait leur responsabilité pour ce travail domestique, et donc ça renforcerait l'oppression des femmes, non? Et ces idées sont pas du tout limitées au milieu académique, non? Ces idées de Federici sont reprises par beaucoup de couches dans la gauche. La direction queer féministe de la grève des femmes en Suisse, Tamara Funicello, qui cite régulièrement Federici. Et franchement, c'est postmoderne. Avec ça, ils me rendent vraiment un peu furieux, non, quand j'y pense. Ils prétendent d'être les vrais défenseurs des opprimés, d'être en fait les seuls à avoir le droit de parler des oppressions, mais leurs théories et leurs politiques sont vraiment archi rétrogrades dans ce sens, non? Et nous, communistes, on a vraiment une approche fondamentalement différente. Nous, on ne dénigre pas les femmes en disant que leur pouvoir provient du travail domestique. Pour nous, les femmes sont pas des simples victimes qu'on veut maintenir à la maison. Pour les communistes, les femmes sont des combattantes de classe. Elles sont en fait souvent et aujourd'hui de plus en plus à l'avant-garde de la radicalisation, à l'avant-garde des révolutions. Et donc, nous disons oui, genre, tu as raison de haïr l'oppression, tu as raison de haïr la violence faite aux femmes, tu as raison, ta place n'est pas à la maison, mais ta place, elle est dans la révolution. Ouais, je voulais peut-être essayer de donner un peu un début de réponse, des éléments de réponse par rapport à la question de est-ce que une grève des femmes serait une bonne stratégie de lutte. J'imagine que c'est une référence aussi au mouvement de la grève des femmes, qui est un mouvement qui a maintenant lieu annuellement le 14 juin, et qui a vraiment mené à des mobilisations incroyablement inspirantes. Non, la première grève des femmes qui, en 2019, si je me souviens bien, avait rassemblé un demi-million de personnes en Suisse. Et je pense que cette idée, un peu l'idée qu'il faut faire grève pour libérer les femmes, c'est quelque chose d'extrêmement progressiste, que ça soit quelque chose qui soit de plus en plus défendu, qu'il y ait cette envie-là, et ça montre en fait déjà là les limites justement des politiques identitaires, de l'alliance interclasse des femmes, non, les limites du girl boss, de tous ces trucs. Et ça se voit aussi dans le fait que beaucoup de politiciennes de droite qui ont essayé de participer au mouvement au début en 2019, qui ont assez vite quitté en disant « Ah, mais c'est que des gauchistes là-bas, tout ça ». Et ça a montré aussi, ouais, justement, cette ligne de division qu'il y a entre ces politiciennes qui vont se faire élire au nom de toutes les femmes et après vont mener des politiques qui sont extrêmement néfastes pour la majorité d'entre elles. Et c'est chiant, pardon. Voilà. Mais la question qu'on doit aussi se poser là derrière pour comprendre comment utiliser au mieux cette stratégie, c'est à quoi sert une grève? Parce que si on prend justement la grève de 2019 et les suivantes, c'était pas une grève qui se donnait comme objectif de faire plier la classe dirigeante, d'imposer nos revendications, mais c'était une approche qui était surtout symbolique. On veut changer le discours, on veut que la société se rende compte du travail que font les femmes. Et concrètement, une des propositions qui était faite, c'était que les hommes ne participent pas à la grève, mais prennent en charge le travail que font les femmes dans les entreprises pour se rendre compte de la charge qu'elles portent. Et genre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, dans cette journée-là, de demander aux hommes d'être des briseurs de grève, de manière à ce que, même si c'est pas le but, les patrons ne se rendent pas compte qu'il y a plus les femmes au travail, parce que les autres vont faire
tout le travail. C'est pas une approche justement de lutte de classe, mais c'est une approche de lutte symbole, de lutte de symbole, de lutte culturelle. Et c'est quelque chose qui s'est montré, c'est pas, quelque chose qui s'est montré totalement inefficace, parce qu'on l'a vu depuis la grève de 2019. En fait, beaucoup de revendications qui sont très bonnes, qu'on soutient, de la grève des femmes, l'augmentation des places de crèche gratuites, toutes ces choses-là, tout ça n'a pas été du tout obtenu. Les seules revendications qui ont été remplies, c'est les revendications de représentation. Effectivement, il y a plus de femmes au Parlement, il y a plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, mais ça change rien à la vie de la majorité des femmes, et surtout en fait aux femmes travailleuses. Et du coup, c'est aussi une idée qui est assez utile pour les partis réformistes, cette division un peu des luttes. Les femmes s'occupent de la lutte contre l'oppression, les travailleurs en général s'occupent contre la lutte du travail, parce que ça permet aussi à des dirigeants syndicaux qui ont leurs propres aussi préjugés sexistes, si on veut, de en fait ne pas s'attaquer aux préjugés sexistes qui existent aussi parmi les travailleurs, c'est-à-dire les convaincre qu'ils doivent aussi participer à la grève pour les revendications contre l'oppression des femmes, et donc il faudrait lutter contre leurs propres préjugés pour les convaincre de ça, et donc eux peuvent se donner un voile progressiste tout en ne faisant rien pour cette question de juste laisser ça, on laisse ça aux femmes, c'est super, elles vont s'en occuper. Et c'est pourquoi c'est inefficace, c'est que ça montre, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, une fausse division dans la société, et cette fausse division, elle est aussi très utile pour la classe dirigeante. Genre au début, beaucoup de justement ces politiciennes de droite, mais aussi des entreprises et tout, ont fait mine de soutenir le mouvement, ont mis en place ces programmes d'inclusivité et tout pour faire comme si elles faisaient quelque chose. Ça c'est un élément de comment après c'est aussi utilisé par la classe dirigeante. Mais il y a un deuxième point qui je pense est plus grave d'une certaine manière, c'est que ces politiques identitaires là, elles permettent de monter différentes couches de la classe ouvrière les unes contre les autres. Et le fait que les partis réformistes laissent cette question à des questions culturelles, à des questions de symboles, et ne font pas le lien entre les questions d'oppression et les questions de l'exploitation des travailleurs, ça laisse en fait le chemin ouvert aux populistes de droite pour dire aux hommes de la classe ouvrière, mais regardez, les partis de gauche ne vous défendent pas, et nous on va le faire. C'est complètement faux, c'est complètement populiste et c'est complètement démagogue, c'est vrai, mais la force de ces partis de droite populistes vient de la faiblesse du programme de la gauche réformiste. Ouais. Et un troisième point qui est aussi important par rapport aux politiques identitaires, c'est que on l'a vu beaucoup, des armes qui sont très efficaces de la part des bureaucraties réformistes de droite dans les partis ouvriers contre toute tendance qui veut justement adopter un programme plus radical ou défendre au bout du compte des idées révolutionnaires. Un exemple qui n'est pas forcément directement sur le sexisme, mais c'était, vous connaissez peut-être, on l'utilise souvent, mais vous connaissez peut-être Jeremy Corbyn, qui était un dirigeant de gauche, très à gauche, de réformiste de gauche, dans le parti travailliste britannique, qui a été évincé de sa place, pas dans un débat sur est-ce que le programme il est bon ou pas, mais par des accusations d'antisémitisme, sur une base de politique identitaire, parce que des membres juifs du parti travailliste l'accusent d'antisémitisme, c'est que c'est vrai, il n'y a pas eu de recherche d'enquête ou quoi que ce soit, c'était juste quelque chose de directement parce que tu es accusé, c'est le cas. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas croire les victimes de ce genre d'oppression, mais sans si tout est fait sur ce niveau-là, sans des enquêtes, sans un système pour objectiver ces questions-là, en fait, c'est attaqué comme des attaques politiques, et en l'occurrence, il a été démis de ses fonctions, et il a été remplacé par la droite, par Keir Starmer, qui maintenant est le Premier ministre le plus détesté de l'histoire de la Grande-Bretagne, je pense, gentiment, comme ça. Et aujourd'hui même, où le visage pseudo progressiste de ces idées-là se révèle, le visage pseudo-progressiste aussi de la bourgeoisie libérale se révèle avec eux, cette gauche réformiste, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de la sauver, pour défendre ses idées. L'exemple que Serena elle a donné par rapport à Epstein et Solidarité, je pense que c'est le meilleur. Et nous, notre rôle, ça doit être, de vraiment couper à travers cette guerre culturelle-là qui monte les hommes
travailleurs accrochés au parti populiste de droite contre les femmes, avec des politiques de classe, et on doit dire, la grève des femmes, ça doit être une grève générale avec un programme révolutionnaire de toute la classe ouvrière qui peut poser la base matérielle d'une société sans oppression. Du coup, moi, c'était, je crois, samedi, non, peut-être lundi, je me suis rendu au FIFDH, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un festival de films sur les droits humains. Je suis allé voir un film qui s'appelle Un jour sans femme, enfin, l'Islande un jour sans femme, qui relate une grève historique des femmes islandaises en 1975. En guise de bref contexte historique, cette grève des Islandaises de 1975, c'est une lutte historique qui consiste en une journée de grève ouvrière, mais aussi domestique, et qui naît du constat que les femmes sont massivement sous-payées à travail égal par rapport aux hommes, près de 40%, mais qu'elles sont aussi particulièrement inféodées en fait au foyer, et qu'elles ont une très forte dépendance économique et politique envers leur mari. Et de ce constat, en fait, et d'une mobilisation générale, naît un mouvement massif qui est suivi par près de 90% des femmes qui quittent foyer, usine, bureau pour venir manifester. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 25 000 femmes qui sont réunies à Reykjavik, donc la capitale, pour une population à l'époque qui comptait 220 000 personnes. C'est un mouvement d'une ampleur absolument gigantesque, même pour un petit pays. Et en fait, à la suite de ce mouvement, pendant une journée, tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale ont été paralysés, que ce soit les banques, les administrations, les bureaux de presse, les usines de poissons, les magasins, les garderies. Et en fait, c'était un constat sans appel du poids et de la force des femmes travailleuses dans la société islandaise. Mais en fait, moi, je suis sorti de cette projection avec un important sentiment de frustration, parce que je pense que ce mouvement, il a indéniablement marqué de manière profonde et de manière progressive la conscience des masses islandaises, hommes comme femmes, et elle a souligné en fait l'intérêt commun de toutes les femmes travailleuses et leur force dans la société. Mais le film, il se termine par un billet qui explique que à la fin de ce mouvement, les choses n'ont fait que s'améliorer en fait. Il y a eu une intégration de plus en plus grande des femmes dans les administrations, dans les services parlementaires, enfin au Parlement, dans la vie politique. Et aujourd'hui, on entend souvent effectivement que l'Islande serait un modèle d'égalité entre hommes et femmes, que c'est un système qui a pratiquement en fait réussi à dépasser ce problème. Et en fait, j'ai eu un fort sentiment de frustration parce que, d'une part, et ça a été amené précédemment dans la discussion, cette grève des femmes, enfin, quand on parlait de cette grève des femmes, on parlait en fait de grève de femmes travailleuses, mais il y avait aussi des éléments profondément réactionnaires qui ont essayé de se greffer à ce mouvement, des femmes qui étaient même contre l'appellation du nom de grève, et c'est d'ailleurs pour ça que officiellement ce mouvement s'est appelé un jour de congé, parce que des femmes de droite ont lutté à l'intérieur de ce mouvement pour refuser cette appellation. Mais en fait, il y avait aussi des patronnes qui ont massivement fait en sorte pour que les femmes compensent le travail qu'elles allaient délaisser le lendemain, compensent la veille en travaillant davantage, par exemple dans les bureaux de presse, qu'elles viennent dactylographier en fait leurs journaux jusqu'à minuit la veille. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Ça a été acté que les femmes, par exemple, dans certaines usines de poissons ou dans ces bureaux de presse, viennent travailler tard la nuit pour ne pas trop impacter l'économie le lendemain. Et en fait, ce qui est dingue aussi, c'est qu'en parallèle, il y a eu un impact indéniablement positif sur les masses et aussi sur l'aspect, disons, législatif. Mais aujourd'hui, rien qu'en quelques recherches de Google, j'ai trouvé des dizaines d'articles qui citent à quel point, d'une part, le nombre de féminicides est en hausse depuis 10 ans en Islande, que le taux de violence ne fait qu'augmenter aussi depuis une dizaine d'années, en parallèle que l'Islande mène une politique anti-migratoire de plus en plus dure qui concerne massivement les femmes. Et ce que je trouve que ça souligne en fait, et ce qui m'a particulièrement frustré dans ce reportage, c'est le fait qu'il aborde jamais la question de classe en fait. Il parle de femmes comme s'il y avait aucune distinction entre les patronnes qui ont demandé à leurs employés de venir compenser le travail la veille et que ce soit les daronnes, que ce soit les ouvrières dans les usines de poissons
qui elles se sont vraiment battues en fait et qui sont entrées sur la scène sur la scène politique, dans la vie politique en fait. Et moi je pense que ça exemplifie très bien quelque chose qui a été abordé dans la discussion, le fait qu'en fait on peut pas délier la question de l'oppression des femmes d'une perspective de classe, parce que non seulement ça affaiblit le mouvement, mais en fait plus que le freiner, ça le dessert fondamentalement quand on voit de quelle manière sont canalisées justement ces luttes hyper énergiques, comment elles sont canalisées vers des voies démocratiques, vers des voies parlementaires, et qu'elles perdent leur essence. Et en fait, on en arrive à des situations où cette lutte, si elle avait intégré ensuite l'ensemble de la masse ouvrière islandaise, aurait pu porter des revendications et aurait pu gagner des acquis, mais beaucoup plus importants. Et en fait, une dernière conclusion qu'on peut tirer de cet exemple, c'est le fait que s'il y a eu effectivement des améliorations, on voit que chaque acquis que donne la classe dirigeante est systématiquement repris ensuite. Et ça, on le voit en Islande spécifiquement, avec le fait qu'il y a aussi des coupes budgétaires dans le secteur des garderies, dans le secteur médical, dans le secteur aussi des retraites. Et tout ça, ça impacte les femmes. Et on ne peut pas faire confiance aux patronnes, même si c'est des femmes, pour sauvegarder les acquis qui sont gagnés dans la lutte. Merci. Je vais commencer par un fun fact sur Alice Weidel, la chef de l'AfD, parce qu'elle était déjà mentionnée, parce qu'elle n'est pas seulement une femme, mais elle est aussi en couple avec une femme de Sri Lanka et qui habite à Einsiedeln. Le dernier fait, c'est un peu plus marrant pour moi parce que je viens de là. Juste pour montrer, je pense qu'il ne pourrait pas avoir une image plus diverse d'une famille, et celle-là, elle est à la tête du parti le plus réactionnaire de l'Allemagne. Voilà, fun fact. Après, merci beaucoup pour les méga bonnes questions. Je pense par rapport à la greffe, il y avait déjà pas mal de réponses à ça. Et je pense que c'était vraiment et c'est encore une grande question qui est posée dans le mouvement de la greffe féministe aussi en Suisse, parce qu'en 2019 aussi, l'appel était donné aux mecs de faites-vous le travail domestique, restez à la maison, ne faites pas grève de la même manière, et du coup de les transformer en fait de facto en briseurs de grève. Et moi je pense qu'il y avait déjà pas mal des arguments pourquoi une grève en fait qui unit, justement qui ramène les hommes aussi dans la lutte, pourquoi elle est beaucoup plus puissante. Et je trouve ça dans ma tête, il y a aussi un lien avec la question que Dersu il a amené avec le travail domestique, le salaire pour le travail domestique, parce que en fait, une grève, je dirais, ce qui est important, c'est qu'elle fait mal au porte-monnaie de la classe dominante, non? Mais après, il y a aussi un autre côté qui est extrêmement crucial dans les grèves, et ça, c'est le côté de qu'est-ce que ça fait avec la conscience des gens qui y participent. Parce que dans une grève, elle pose la question qui gère cette société, qui organise, qui a vraiment le pouvoir en main dans la société. Et du coup, d'avoir une grève qui lutte pour les améliorations pour les femmes, qui est fait par l'ensemble de la classe ouvrière, a un effet aussi de la conscience beaucoup plus puissante que de simplement dire, en fait, la grève de femmes, les hommes devraient aller faire le travail domestique, parce que c'est ça un peu l'objectif que la grève se donne. Parce que nous, on ne se donne pas l'objectif que le travail domestique est juste un peu mieux partagé entre hommes et femmes, mais nous, on lutte pour la socialisation de ce travail domestique, pour que ça a moins de poids sur le travailleur, que faut pas tout le temps faire sa lessive seul à la maison, etc., mais de juste enlever ce poids de la société, et du coup de souligner le rôle que la femme est là dans la société et inclut ses collègues hommes avec. Et du coup, je dirais pas, est-ce que les femmes devraient faire grève de 10 jours? Moi, je dirais oui, mais ils devraient convaincre leurs collègues hommes de faire grève avec elles. Et j'aime bien je dirais, c'est quand même un conseil de film que Vincent nous a donné. J'aimerais bien ajouter un conseil de film que j'ai regardé récemment qui s'appelle Made in Dunham, qui est sur un petit village. En fait, c'est une méga grande ville avec des milliers de dizaines de travailleurs qui travaillent chez Ford, du coup pour les voitures. C'est dans les années 60, 70, je pense, 60.
Et il y a au sein de l'entreprise de Ford, il y a 180 femmes, du coup il y a dizaines de milliers des hommes qui construisent les voitures, et il y a 180 femmes qui produisent les sièges en fait pour les voitures. Et elles commencent à faire grève parce qu'ils sont dans une classe salariale inférieure, ils veulent lutter pour augmenter un peu sur ça. Et au sein de cette lutte, elles remarquent que, en fait, c'est pas juste qu'on est dans une classe inférieure, mais ces fuckers nous payent moins parce qu'on est des femmes. Et du coup, cette grève commence après à revendiquer l'égalité salariale entre hommes et femmes, où elles doivent lutter contre leur bureaucratie syndicale qui disent non, ça va beaucoup trop loin. Ils doivent aussi convaincre leurs maris et les hommes que aussi, après ils ont soutenu leur grève pendant des années, c'est aussi maintenant leur tour de soutenir leur grève et leur lutte. Et ils finissent par, spoiler, gagner. Ils finissent par gagner. Et le film il est bon, je pense, parce que ça montre beaucoup de facettes dans pourquoi on dit le pouvoir de la femme réside dans son être en tant que travailleuse, quel est vraiment son levier qu'elle a, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils entrent en lutte, et aussi qui sont les vrais ennemis justement dans cette lutte, où tu vois vraiment comment le patron de Ford le dit, on ne peut pas leur donner l'égalité salariale dans cette entreprise parce que sinon au niveau mondial les femmes vont vouloir le revendiquer et ça c'est pas bien pour nos profits. Et après, même chose que je pense que Vincent l'a souligné, parce qu'ils ont gagné et ils ont vraiment eu des améliorations, mais après avec Thatcher et les années 70 et les crises en fait en Angleterre, toutes les acquis ont été détruits. C'est vraiment aujourd'hui des villes rigides en pauvreté, en misère, et ça c'est une leçon très importante que Vincent nous amène, que aucune réforme dans le capitalisme est garantie. Si on veut vraiment une meilleure vie, il faut en finir avec ce système. Et après, l'autre question avec qu'est-ce qu'on fait au quotidien face aux actes sexistes. Et avant, j'ai un peu râlé sur le microféminisme, et la raison pour ça, c'est pas de simplement que nous on accepte le sexisme parce qu'on dit il y a une origine du sexisme, ça vient de quelque part, du coup c'est méga ok si des hommes sont sexistes. Ça c'est pas du tout l'idée derrière, mais ce que je pense sont absolument les limites dans les propositions qu'il y a. Et par exemple, le microféminisme, c'est de poser la responsabilité de combattre le sexisme sur les individus, sur les femmes. Moi, dans mon quotidien, je suis censée de changer les idées des hommes. Et ça, c'est quelque chose que, moi, je dirais, en fait, les idées, ils vont surtout changer dans les luttes, dans les grèves, etc. Mais après, très important, qu'est-ce qu'on fait, c'est dans les mouvements, dans les grèves, oui, il faut combattre activement les divisions, parce qu'il va y avoir des préjugés qui sont amenés par des couches. Il va y avoir des idées fausses, il va y avoir des divisions qui veulent entrer et qui vont aussi être propagées par la classe dominante et les médias, où par exemple à chaque fois qu'il y a une grève à Genève, il y a tous les journaux qui disent il est juste grève parce que c'est tous des Français, genre c'est des frontaliers. Et c'est quoi? C'est une tentative de diviser, de dire que c'est juste ces Français veulent de meilleurs salaires, c'est en fait eux le problème, c'est pas le patron, etc. Et dans de telles situations, il faut lutter férocement contre cette division, fermer cette porte. Et je dirais juste dans la lutte contre des idées sexistes ou toutes sortes d'idées fausses, je pense qu'il est important, c'est qu'on ne peut pas juste dire cette idée doit partir, mais des idées, il faut les remplacer par une meilleure idée. Il faut mettre autre chose dans la tête de ces gens. Et du coup, si on veut combattre les divisions, si on veut combattre le sexisme, on doit donner une vraie explication pour quel est le vrai responsable de nos salaires, quel est le vrai responsable que moi je suis méga malheureux dans ma vie. Est-ce que c'est parce que les femmes ils m'aiment pas, ou est-ce qu'il y a un problème un peu plus généralement derrière? Non, genre ça c'est très très important. Il y a aussi des anecdotes un peu de la révolution russe où évidemment pas une révolution c'est une précondition pour que tu puisses fondamentalement changer les idées, mais après c'est pas non plus un jour on se réveille et parfait. Mais c'est quand même à ce moment où tu peux mener cette lutte très consciemment au niveau de masse. Il y a des anecdotes où, par exemple, après la révolution russe, dans les quartiers, il y a un rassemblement de travailleurs. Ils disent que je pense que tout le monde doit comme apprendre à faire du tricot, je pense, ou juste un truc comme ça.
Et après, il y a genre un mec qui lève la main et dit tricot, c'est le truc de meuf, moi je veux pas. Et après, il se fait juste gueuler dessous par l'ensemble de l'assemblée qui dit toi, t'es ultra réactionnaire, toi, t'es sur le côté des patrons et des propriétaires et tout. Nous, on veut créer cette société ensemble. Nous, on veut l'améliorer. On a besoin de tout le monde. Et toi, tu dois nous aider. On doit faire ça ensemble, etc., etc. Du coup, on voit que il y a beaucoup de possibilités de faire ça, mais je pense que la méthode derrière, avec quelles idées on combat le sexisme, sont très importants. Et ça ne suffit pas de simplement dire ils sont mauvaises ou c'est faux, etc. Je pense que ça doit aller plus loin que ça. Oui. Et c'est aussi un peu ma tâche de clôturer l'école dans son ensemble. Et moi, j'aurais juste encore aimé de parler un peu du 8 mars et aussi un peu où est l'état de la lutte en Suisse actuellement. Parce que pour moi, ou un peu le retour que j'ai eu aussi du 8 mars, nous on était dans toute la ville, même dans tout le pays, on était dans la rue, on a défendu un programme communiste et le retour que j'ai reçu de beaucoup de gens, c'est qu'ils étaient méga surpris à quel degré les gens étaient juste méga ouverts. Ils ont tous dit oui, révolution, et aussi dit communiste, moi je veux vous écouter, moi je veux savoir ce que vous avez à dire. Et en Suisse, il y a en fait une longue tradition de lutte pour les femmes, et je dirais que c'est pas un hasard, mais c'est parce que c'est particulièrement cette couche, ensemble avec les autres couches opprimées, qui remarquent très rapidement qu'en Suisse, ce soi-disant pays riche et démocratique et même bien pour tout le monde, c'est pas le cas. Mais c'est typiquement les femmes célibataires qui font partie des couches les plus pauvres en Suisse aujourd'hui. Mais après, au même moment, dans ce mouvement, notamment dans la grève de femmes qui a commencé en 2019, je pense qu'il y avait une grande progression dans les idées. Parce que ce qui a été proposé les dernières années, c'est beaucoup de symbolisme, c'est justement voter plus des femmes. Et aujourd'hui, il y a vraiment la grande majorité des gens qui nous disaient dans ces manifs, hey, oui, ok, une manif ne suffit plus, je vois ça, mais quoi mettre à la place? Ça, c'était la grande majorité des réponses. Et moi, je dirais que le potentiel aujourd'hui pour un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus puissant serait absolument là, mais il y a absence de vraies réponses, de vraies voix en avant, de vrais programmes de comment on peut justement dépasser ce stade de manif, de symbolisme, de politique identitaire et qu'est-ce qu'on doit mettre à la place. Et je pense que c'est aussi un développement un peu plus large ou une progression un peu plus large, mais je dirais aussi cette journée, en fait, aujourd'hui, où on est pressé avec le temps, on l'a remarqué, mais moi je dirais que ça nous a seulement offert un petit avant-goût des réponses que le marxisme il a à offrir. Les communistes, ils ont vraiment une longue tradition de lutte pour l'émancipation des femmes. Et le 8 mars même, il vient de la tradition communiste, il vient de Clara Zetkin, qui a introduit cette journée comme journée de lutte des travailleuses et qui était transformée avec l'histoire un peu dans une journée de fête, mais qui maintenant est un peu au point de retour à la lutte, non, fini avec les fêtes. On a marre de fêter, on veut vraiment, on veut savoir les adresses de ces gens-là, non. Et moi, je trouve juste une chose le plus inspirante, c'est comment les bolcheviks, le parti bolchevique après 1917 en Russie, dans des conditions horribles, ils ont commencé à faire ce boulot, ils ont commencé à jeter les premiers pas, à essayer, où il y avait grand analphabétisme, grande majorité paysane, super pauvreté, super pénurie, mais ils n'ont jamais pris ça comme excuse pour ne pas s'occuper de cette question et pas fondamentalement attaquer cette question. Parce ils ont aussi dit une précondition pour l'établissement d'une société socialiste, c'était élever le niveau culturel des femmes et des hommes pour apprendre à masse de pouvoir gérer une société sur des nouvelles bases. Et aussi, ils ont pris en compte aussi les conditions spécifiques des femmes qui étaient vraiment, justement, elles étaient beaucoup plus encore enfermées dans les sphères privées, typiquement les paysannes, et ils ont constitué des organes spécifiques pour faire ce travail auprès des femmes, etc., toujours avec l'objectif de les tirer ensemble avec leurs collègues hommes dans la lutte. Et après, je pense que le marxisme, en fait, il a eu une mauvaise réputation par rapport
à la question des femmes, aussi à cause du stalinisme, parce que le stalinisme, c'est une vraie caricature du marxisme. Ce qu'ils ont fait dit après, c'est il faut faire la révolution et on s'occupe de la question des femmes après. C'est lutte de classe et tout le reste, ça vient après. Et ça, c'est une caricature du marxisme, c'est jamais quelque chose que les marxistes ont dit. Et les stalinistes ont aussi fini par ni faire révolution, ni améliorer les conditions des femmes. Mais à cause de ça et à cause de défaites aussi de lutte, après, on avait l'émergence des idées postmodernes, justement des personnes comme Federici qui s'orientaient vers le feudalisme plutôt que d'aller un peu vers l'avant, et que je pense c'est aussi un point d'attraction après pour beaucoup de générations de jeunes femmes qui cherchaient une issue de ce système. Et c'est des idées qui sont très attirantes pour beaucoup de gens parce qu'ils semblent être très progressives, très radicales. Mais je pense qu'on a eu quelques exemples qui montrent qu'elles finissent toujours en fin de compte dans le réformisme, dans le symbolisme et dans la division de la lutte. Et je pense maintenant avec cette année, avec le 8 mars, on voit aussi comment le vent il commence à tourner. Parce que ces idées, et je pense que Enzo l'a montré, ces idées ont été testées en pratique. Non, tout l'establishment a commencé à utiliser ces idées, à se peindre en pink et utiliser ça et continuer à attaquer la classe ouvrière, qui a amené un rejet de la classe ouvrière de ces idées et qui n'a pas uniquement un côté justement, c'est un backlash, c'est quelque chose de réactionnaire, mais quelque chose de très progressiste parce qu'il cherche autre chose, il cherche des idées beaucoup plus fondamentales de comment on peut changer la société. Et ça, c'est aussi une leçon importante, je pense, pour les communistes ou de futurs communistes. C'est n'importe ce qu'on fait, d'une certaine manière, par la question de classe, elle prépare son chemin. Genre, par l'expérience dans la vie, avec les événements qui arrivent, cette ligne de division, elle émerge de plus en plus. Ce n'est pas les communistes qui ont organisé ces dernières années des mouvements, ce n'est pas les communistes qui ont organisé les révolutions de Gen Z qui luttaient contre les Nepo Babies et contre les riches et tout ça, mais c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus dans des milliers de têtes que ceux-là en haut, ils nous rendent misérables et nous en bas, on doit s'unir contre eux et on a besoin de le renverser. Et c'est aussi avec cette perspective que nous, on se prépare, parce que la base pour faire ça n'était jamais aussi bonne, la classe ouvrière n'était jamais aussi grande, les femmes n'étaient jamais aussi intégrées dans le monde du travail. On voit une vague de radicalisation au niveau mondial. Et aussi, il y a quelque chose qui a aussi manqué dans les dernières décennies, c'est que aujourd'hui, les communistes are back. Genre, nous, on est en train de construire partout des partis de communistes révolutionnaires qui sont capables d'offrir cette réponse qui est absolument absente partout, et à aussi combattre justement les idées qui sont fausses dans ces mouvements. Et il y a un vrai potentiel, je dirais, de travailler vers la réalisation du travail communiste, vers la réalisation de la libération des femmes. Mais ça nécessite, je dirais, aussi de la préparation, de l'éducation, de construction justement d'une telle organisation, de milliers de communistes partout en Suisse pour porter ça déjà. Première date, prochaine date, 14 juin cette année, mais surtout aussi l'année prochaine, et tous les jours à l'université, là où on est, discuter avec les gens et ancrer ce programme dans les têtes de plus en plus de gens. Et pour nous, au PCR, il n'y a pas une tâche plus importante que de faire ça, où ce n'est pas simplement une question de pain pour nous ou d'égalité salariale, mais enfin un monde où nos relations et notre société est nettoyée de ce poison que nous portons depuis des milliers d'années avec nous dans les sociétés de classe, et de lutter pour un monde où la femme, elle est libérée de l'homme et les deux, ils sont libérés du capital. Et ça, c'est notre objectif, et c'est vous voulez ça aussi de votre vivant. Adhérez aujourd'hui, aidez-nous, faites ça avec nous. Et si vous avez encore des questions, posez-les, on a les réponses, ça c'est un avant-goût, on a encore beaucoup plus à offrir. Et du coup, rejoignez-nous, aidez-nous et... Jamás será vencido el pueblo.